Bonsoir à tous, au nom de Hervé Lemoine. Je vous souhaite la bienvenue sur ces rencontres des savoir-faire dédiées à une thématique qui est pour nous intéressante, importante, primordiale, j'allais dire, puisqu'il se situe dans un dialogue entre deux cultures qui s'apprécient, qui se regardent, qui s'écoutent, qui s'échangent. Donc un dialogue entre la France et le Japon, et surtout un dialogue en l'occurrence culinaire. Et je laisse tout de suite la parole donc à Pierre Saner pour nous présenter la séance. Et vous connaissez la formule avec les questions à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À toi, Pierre. Merci Marc. Bonsoir à toutes et tous. Alors, cette séance est chère à mon cœur et j'espère à vos palais aussi, puisque, comme vous le savez, moi je dirige une mission qui a inscrit le repas gastronomique des Français à l'UNESCO, mais vous le savez certainement aussi, ou si vous ne le savez pas, on aura l'occasion de le développer. Le Japon a inscrit quelques années après, petite fierté mal placée française, le washoku, qui en définitive est également une sorte de repas gastronomique des Japonais. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Et pour évoquer ces sujets, mais comme l'a dit Marc Bayard, la découverte des délices du Levant et du raffinement de ces cultures culinaires, nous avons le plaisir, je vois, d'accueillir Aurélia de Julliard. Donc Aurélia de Julliard, vous avez d'abord mené des études de langue et puis de commerce avec une chose qui m'a particulièrement intrigué, où il est dit que vous avez travaillé aussi, je crois, à un moment donné, sur le commerce, la gestion internationale, l'export, et vous avez travaillé plusieurs années dans le déploiement de réseaux mobiles et militaires. Alors peut-être qu'il faudra nous en dire un peu plus, en tout cas... on va se tenir à carreau. Mais surtout au-delà de ça, mais c'est pour montrer que les études mènent à tout. Vous êtes aujourd'hui l'animatrice principale d'un centre d'affaires franco-japonais, centre d'échange franco-japonais, qui est une création, si j'ai bonne mémoire, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et qu'à ce titre, vous menez de nombreux événements en masterclass, rencontres entre ces deux univers. Je pense que vous aurez l'occasion de nous en dire un petit peu plus de ce CEFJ. CEFJ qui a aussi été un lieu de rencontre pour vous, Flavien. Donc, Flavien est diplômé, Flavien Dalberg, pardon, designer, diplômé de l'école Boulle en 2015, et sans perdre de temps, vous créez votre studio l'année suivante, en 2016, qui suppose que vous avez probablement déjà un peu voyagé avant, mûri, ou ce désir de création d'objets, de design, d'architecture d'intérieur. Et donc, de façon claire, votre studio porte votre nom. Et là aussi, des liens forts avec le Japon, mais j'ai compris aussi avec le Danemark. Donc, comment s'inspirer de l'étranger. Mais cette année, enfin, pour cette séance, on restera autour du Japon et donc du soleil levant. Aska Gauthier, vous représentez ici ce soir, en fait, vous êtes manager art et culture de cette belle maison de Ogata, que peut-être certains d'entre vous connaissent pour ceux qui fréquentent la rue de Bellem dans le 3e arrondissement de Paris, qui est plus qu'une... Enfin si, c'est peut-être une maison, une sorte de maison du bien-être, mais vous allez nous en dire beaucoup plus, où on peut apprécier le thé, la cuisine, l'artisanat, se retrouver. Et donc vous êtes maintenant en charge de cette maison, après avoir fait des études à l'université de Paris, à l'école du Louvre, et également à Tokyo. Là aussi, vous pourrez éclairer non seulement lanternes, mais nous faire découvrir cette maison qui existe aussi au Japon et dont l'antenne à Paris va être développée tout à l'heure de Ogata. Mais tout de suite, donc Aurélia, si vous voulez bien, démarrer par une sorte de propos poser le cadre. Poser le cadre, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, merci. La parole est à vous. Et puis après, on reprendra. À vous le micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est un petit peu parce que j'ai la chance professionnellement de pouvoir évoluer dans un écosystème franco-japonais. Et par conséquent, on observe beaucoup de tendances
On touche divers domaines, et dont la gastronomie, qui est l'un des secteurs qu'on peut observer très très dynamique, surtout ces dernières années. Et en fait, dans cet écosystème, il y a quand même un certain nombre en fait, d'influences. On s'aperçoit que la France a beaucoup influencé le Japon, mais aussi vice-versa. Et par conséquent, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Mais au-delà de ça, j'ai un amour personnel aussi pour la gastronomie. Mon père était un grand amoureux en fait, de la cuisine française. Il était militaire de carrière, il est aujourd'hui assez âgé. Et son premier rêve a été d'être le nouveau Bocuse, entre guillemets. Mais bon, évidemment, il n'a pas pu réaliser ce rêve. Mais en tout cas, pour son entourage, il a vraiment eu cette passion du repas, du partage préparé pour les autres. Et je pense que c'est aussi une des valeurs phares, en fait, de la gastronomie française. C'est apporter du plaisir, du bonheur et du partage. Voilà. Donc, je vais commencer par un petit tour d'horizon en fait, du Japon à Paris, mais aussi poser le cadre du classement des meilleures cuisines du monde. Alors, vous êtes probablement surpris par les résultats de ces évaluations, entre guillemets, qui sont des évaluations internationales. Alors, je suis sûre que si je vous avais posé la question sans même afficher cette slide, vous vous seriez dit, mais bien sûr, la France, bien évidemment, nous sommes les premiers. Et il faut voir que sur deux évaluations à l'international, donc le Taste Atlas et le CNN Travel, on voit en figure de proue l'Italie. Ensuite, pour le Taste Atlas, le Japon. Ensuite, la Grèce. Et pour le CNN Travel, l'Italie, la Chine et la France. Quand même, nous sommes là, heureusement. Pour le Taste Atlas, ce qui est assez surprenant, et moi-même j'ai été assez choquée, hein, je vais quand même l'admettre, la France était au 8e rang, quand même. Et en 2022, c'était même pire. On était derrière les USA en 9e position. Alors, j'imagine bien qu'en 2022, selon la presse, tous les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, de la gastronomie se sont indignés en disant que c'est absolument pas possible que la France, grand pays de la gastronomie, en soit à ce niveau-là. Qu'est-ce que s'est-il passé? Enfer et damnation. C'est vraiment ça. Bien évidemment, cette slide est un peu provocatrice, mais rassurez-vous, nous avons quand même de bonnes nouvelles à vous annoncer, dans la mesure où si vous regardez dans les grandes capitales mondiales de la gastronomie, la France figure quand même en très très bonne place, dans la mesure où elle accueille un maximum en fait de restaurants étoilés et des meilleurs restaurants au monde. Et si on regarde la petite statistique qu'il y a sur la droite, sur les pays où les restaurants sont les plus étoilés, c'est la France, suivi du Japon. Ces données datent de 2020, mais si vous vous intéressez aux données de 2023, c'est un peu pour vous donner un comparatif. Il faut quand même savoir que la France et le Japon sont les deux seuls pays à avoir un maximum de restaurants triplement étoilés. Donc ça, c'est une véritable tendance. Donc là, vous pouvez déjà apercevoir que, en termes en fait de génie culinaire, on est vraiment très très proche. Je vous partage quelques points clés. Donc c'est des points que j'ai déterminés au fur et à mesure de mes recherches. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde connaît le guide Michelin, bien évidemment. C'est une référence mondiale. Et il a été créé en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle. Et à partir de cela, ça a été quand même une ascension, dans la mesure où c'est devenu une référence dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, en termes d'évaluation, d'accueil, de la gastronomie, de l'art de la table, etc. Le Japon, en fait, entrera en fait, dans la logique de commercialisation du guide Michelin à partir de 2000. C'est-à-dire que à ce moment-là, on s'est dit on va faire une ouverture sur l'Asie, et le Japon a été le pays qui est sorti vraiment en priorité. Et par conséquent, si on s'intéresse un petit peu au niveau du processus entre guillemets de fabrication du premier guide japonais, il faudra attendre 2008 pour arriver au premier guide de Tokyo.
et qui a été très très attendu par le public japonais, dans la mesure où la marque Michelin, du guide Michelin, était vraiment un grand référentiel dans un pays où faire un guide de voyage n'allait pas forcément de soi. Et donc le guide Michelin Tokyo a quand même été très très bien accueilli, dans la mesure où au bout d'un mois, on est passé à la sortie 100 000 exemplaires. Au bout d'un mois, on était à 300 000 exemplaires vendus. Donc c'est 3 fois le volume d'Harry Potter, quand même. Donc nos amis japonais aiment le guide Michelin. Et en 2010, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, le repas gastronomique a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et suivi en 2022 de la culture du pain, et la culture de la baguette. Et en 2023, il faut quand même citer quelques chefs emblématiques français. Anne-Sophie Pic, qui a été déterminée au sein de la grande compétition mondiale des 100 meilleurs chefs au monde. Elle occupe le 21e rang. Donc la première chef française a occupé une place qui est vraiment très bonne. En sachant que le 23e rang, le premier chef japonais, c'est un premier chef japonais qui est présent. En 2024, le restaurant Guy Savoy reste le meilleur restaurant au monde, malgré la perte d'une étoile. Donc, hurrah! Alors, si on s'intéresse un petit peu au début de la gastronomie française au Japon, ce qui est intéressant, c'est que les années 60 ont été vraiment une période de montée en puissance, en fait. Un certain nombre de grands chefs japonais grands chefs français sont partis au Japon justement pour voir un peu ce qui s'y passait. Et en 1973, c'est vraiment une date très très importante, dans la mesure où en fait le menu dégustation a été inventé suite au voyage au Japon de trois grands chefs, donc Paul Bocuse, Pierre Troisgros et Louis Houtier. Mais aussi 2 autres chefs sont partis au Japon pour une autre orientation, donc la nouvelle cuisine, qui a été une révolution dans la gastronomie française, avec Henri Gault et Christian Millot. Les années 80, suite à ça, ont été vraiment l'apogée, en fait, la gloire de la cuisine française au Japon, dans la mesure où tous ces chefs ont ouvert en masse, en fait, des restaurants. Et par conséquent, la cuisine gastronomique était surtout accessible dans des grands hôtels. Du coup, maintenant, le public pouvait s'adonner en fait au plaisir de la gastronomie française, en rencontrant justement ces grands chefs. Alors, parmi ces chefs français inspirés pour le Japon sur le territoire, on connaît Thierry Marx, qui a l'estampille le samouraï, le chef samouraï entre guillemets. Joël Robuchon, qui a toujours partagé dans la presse son amour du Japon. Et en 2018, il avait ouvert un restaurant en collaboration avec Dasai, qui est un grand fabricant de saké japonais de prestige. Et si on s'intéresse un peu à la nouvelle génération, Maurice Sacco, lui, il est passé par la pop culture. C'est un grand fan de pop culture japonaise à la base. Et en fait, il a mélangé des ingrédients africains et japonais. Et donc, du coup, on arrive dans une certaine créativité et audace. Si vous m'autorisez, oui. Il faut savoir que Thierry Marx est par ailleurs un grand judoka, oui, qu'il le pratique presque, au quotidien, et que Maurice Sacco est un ancien des restaurants de Thierry Marx. Super. Merci. Et si on s'intéresse aux Japonais qui font tourner les têtes et les tables françaises, alors on retrouve Kei Kobayashi, qui a aujourd'hui 3 étoiles au guide Michelin. Asafumi Yamashita, qui est le cultivateur des meilleurs légumes au monde. Il vend en fait uniquement aux grands chefs ses productions. Ce sont des très très beaux légumes et qui sont également très très bons. Et donc du coup, c'est vraiment une grande référence. On le retrouve même dans une série française qui s'appelle Chef, où un personnage a été créé à son image. Et alors j'en cite que quelques-uns, bien évidemment, sinon on n'aurait pas le temps de citer tout le monde. Mais il y a aussi Yasunari Okazaki, qui collabore avec Yannick Aleno au pavillon Le Doyen, l'Abysse, 2 étoiles Michelin.
Quand on s'intéresse un peu de plus près à l'art de la table et tout ce qui est influence, créativité, etc., donc là, vous avez quelques photos qui vous permettent un petit peu... alors, je pointe ici, vous voyez un petit peu l'image traditionnelle de l'art de la table à la française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, Louis XIV, avec Versailles, a contribué à cette image à l'international avec un certain nombre de codes de l'art de la table, avec certains motifs, avec un côté très chic, très élégant, un peu chargé aussi. Mais en fait, si on s'intéresse à ce qui se passe sur les réseaux, notamment en termes d'art de vivre, c'est quelque chose qui est vraiment très recherché et qui est mis en avant. Et notamment le côté, alors aujourd'hui on va dire vintage, donc toute cette décoration avec des fioritures, des dorures, etc., sont très courues sur les réseaux sociaux. Si vous regardez plutôt au niveau de l'esthétique japonaise, on est sur des choses qui sont plus simplifiées, et c'est pour ça que les grands chefs ont été inspirés par le menu dégustation. Vous avez un art de la table qui est simplifié avec beaucoup de petits récipients, et les plats arrivant au fur et à mesure, on les mange en plus en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas de l'art de la table à la française. Et par conséquent, si vous regardez un petit peu en termes d'esthétique, vous avez plein de petits objets, vous avez tout ce qui est les assiettes, les décors. Là, vous remarquez, là c'est plutôt une création contemporaine européenne, et vous remarquerez que vous avez des décors dorés qui rappellent le kitsungi. Le kitsungi est un art, un artisanat, une pratique dans laquelle, en fait, si vous aviez cassé un bol, une tasse, au lieu de la jeter et d'en acheter une autre, vous utilisiez de l'or et vous soudiez en fait les deux parties pour la magnifier avec de l'or. Donc on voit que cet imaginaire-là est très présent aujourd'hui sur les designs, et je pense que Flavien après pourra certainement compléter mon propos. Concernant, si on s'intéresse un petit peu à la tradition et à la modernité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de passerelles en fait entre la cuisine française et japonaise, dans la mesure où le dressage a été très très influencé. Bien évidemment, il y a une esthétique française, mais du coup on s'aperçoit que c'est de plus en plus proche. Pardon. Alors hop. Si vous regardez ici, qui est un plat dressé à la française, et ici, qui est un plat de kei kobayashi, vous avez une certaine poésie commune, en fait, qui s'interpénètre. Vous regardez aussi ici, qui est un petit peu la cuisine de bistrot, soupe à l'oignon, et là, elle est revisitée par un grand chef. Sur la droite, vous avez un plat shirashi, où en fait vous avez un lit de riz avec du poisson cru disposé par-dessus. Vous avez une interprétation par un chef japonais qui est très printanier. Et ensuite, vous pouvez voir aussi des réadaptations de plats japonais version française. Donc là, vous avez le dorayaki, qui sont deux pancakes, entre guillemets, fourré de hanko, qui est de la confiture d'haricots rouges. Et ensuite, vous avez l'interprétation par la pâtisserie Tomo de dorayaki avec une crème au matcha. Et au-dessus, enfin, le fameux fraisier que tout le monde connaît à la française, qui est quand même assez consistant. Eh bien, les Japonais l'ont revisité et l'ont rendu beaucoup plus léger, en fait. Et donc, du coup, qui est très, très apprécié. Ce qui est intéressant dans ces quelques exemples, c'est que non seulement il y a une interpénétration en fait des savoir-faire, des méthodes, mais aussi une certaine esthétique. Mais en plus, il y a une collaboration qui est très intense, dans la mesure où dans les grandes brigades de chefs cuisiniers, vous avez beaucoup de chefs japonais. Vous avez d'ailleurs une école qui s'appelle Tsuji, qui a été ouverte en 1979, qui accueille que des chefs ou des étudiants japonais qui vont ensuite intégrer les cuisines des grands chefs. Les cuisiniers japonais sont très très appréciés, dans la mesure où ils sont extrêmement motivés, ils sont consciencieux, et en plus ils ont une soif d'apprendre et aussi de découvrir une nouvelle créativité qui est proposée par les chefs français, justement.
Enfin, ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit, si vous regardez un petit peu autour de vous, qu'il y a cette ambiance franco-japonaise très, très intense dans la mesure où bon, le Covid est passé par là, mais il y a des restaurants qui ont fermé et d'autres qui ont ouvert. Mais justement, dans ceux qui ont ouvert, il y a beaucoup d'adresses à consonance japonaise ou franco-japonaise, que ce soit des Français qui l'aient ouvert ou des Japonais. Il y a vraiment une dynamique en fait dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo, bravo. Mission parfaitement accomplie, les bras se sont ouverts, le cadre est posé, mais suffisamment large pour pouvoir avoir à la suite d'autres interventions. Est-ce qu'on pose des questions tout de suite ou peut-être à la fin, ce sera plus simple, gardez-les bien en tête. Aurélia, merci beaucoup. Je crois que je voulais dire, peut-être vous allez me le confirmer ou pas, pour Maurice Ako, son restaurant à Paris, 14e Mosuke, c'est ça, prendrait le nom d'un samouraï, je ne sais pas si c'est une légende ou c'est vrai, d'un samouraï d'origine africaine. Exactement, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai, je confirme. Allez, voilà. Bien, Flavien, écoutez, c'est à vous, Flavien Delberg, et son studio du même nom. À vous le micro et le diaporama. Merci. Vous m'entendez ? Parfait. Bonsoir à tous, donc merci d'être venus. Je m'appelle Flavien Delberg, je suis donc designer, comme le disait Pierre tout à l'heure. Donc moi, je vais vous faire une petite présentation autour de mon parcours et des projets qui en découlent, des projets en collaboration avec des entreprises japonaises. Donc voilà. Pour revenir un petit peu précédemment, donc moi je suis diplômé de l'école Boulle, donc en 2015. J'ai fait des études de design. Et ce qu'il faut retenir brièvement de mon parcours, c'est notamment donc une expérience de plusieurs mois chez des artisans japonais à Kyoto, qui a donc pas mal forgé ma vision du design et de l'artisanat et de ce lien qui se déploie entre ces disciplines. Donc je vous ai mis une petite vidéo pour mieux justement évoquer cette expérience-là. Alors attendez, tac.
Voilà, donc je trouve ça toujours plus intéressant en image parce que ça permet justement de voir les gestes. Comme vous avez pu voir, donc, il y avait 4 maisons d'artisanat chez lesquelles je suis allé. La première image, ce sont des boîtes à thé qui sont réalisées en métal. La seconde, ce sont des seaux en bois qui sont utilisés pour l'art du bain à l'origine, mais qui sont aujourd'hui aussi déclinés pour des seaux à champagne, pour le seau pour mettre du riz. La troisième image, donc, c'était un potier qui est au sud de Kyoto et qui réalise donc différentes créations. C'est la 15e génération, donc c'est une très vieille maison d'artisanat japonais. Et la 4e image, donc c'est un artisan très sympathique en tout cas, qui réalise des ustensiles, notamment des ustensiles de cuisine, à partir de métal tricoté. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 maisons d'artisanat avec 4 matériaux, ou en tout cas 3 matériaux différents. Et là, ce qui est intéressant aussi par rapport à notre présentation, c'est que justement, ils sont tous liés justement à la nourriture, que ce soit le thé, le riz ou la poterie. Et enfin, donc, la dernière image que vous voyez à droite, où ce sont des cuillères pour le tofu. Donc ça, c'était une introduction par rapport, moi, à mon expérience avec le Japon, qui a commencé donc en 2014, et par la suite, j'ai continué à développer des projets avec le Japon. Et donc, j'ai été diplômé en 2015, et j'ai décidé, après avoir été effectivement au Danemark, de revenir à Paris, de commencer à travailler à mon compte. Mon premier client a été Merci. Et je voulais mettre cette image parce que je la trouve intéressante, parce que justement, Merci, donc c'est un concept store qui est situé boulevard Beaumarchais à Paris et qui a notamment en clientèle beaucoup d'Asiatiques et énormément de Japonais. Et donc notre premier projet ensemble, ça a été de créer des couverts donc, qui sont intitulés La Nouvelle Table. Donc ce sont des petits couverts en métal martelé, et qui questionne justement notre pratique notre pratique liée à ces couverts, dans le sens où aujourd'hui on a de plus en plus d'apéritifs, donc on vient picorer avec des petites cuillères, avec pas mal de tapenades et d'enchoyades, etc. Donc des petites sauces, et donc cette ligne de couverts s'inscrivait dans cette dynamique-là, donc ce sont vraiment des petits couverts. Un deuxième projet qui là aussi a un lien quand même avec le Japon, puisque la direction artistique de chez Merci à l'époque appréciait énormément ce pays et donc cet art de vivre à la japonaise. Donc là vous avez des bols que là aussi j'ai réalisé pour Merci, qui reprend cette idée de cuisine japonaise, et notamment des bouillons et des ramen, puisque donc là ce sont des bols qui sont relativement grands, et donc vous avez à gauche de l'image les cuillères qui servent pour boire ces bouillons. Un troisième et dernier projet pour Merci, qui là justement est plus dans notre côté à nous, c'est-à-dire le côté, tu parlais tout à l'heure de Louis XIV, Aurélia, dans cette idée de couvert lié à l'art décoratif, où donc là on a quand même une certaine simplicité dans la ligne qui est retranscrit, avec donc cette idée de pouvoir composer votre table avec des couverts dépareillés, ce qui jusqu'à présent ne se faisait pas trop il y a encore quelques décennies, et là ça commence vraiment à se développer. Un petit détour juste pour en parler 2 petites secondes, moi j'ai eu l'occasion par la suite de travailler, de participer à l'Académie des savoir-faire de la Fondation d'entreprise Hermès, qui était là aussi dédiée au métal. Et ce qui me permet donc donc l'Académie des savoir-faire, c'est une expérience de plusieurs mois où on met en relation designers, ingénieurs et artisans. Donc là encore, c'est organisé autour de différentes comment dirais-je, chaque année c'est lié à un matériau. Ici c'était le métal cette année-là, et donc chaque mois vous avez une thématique autour de ce matériau qui est développé.
Et ce qui m'amène à l'image suivante, puisque en fait, le matériau était le métal, et à la fin de cette expérience-là, il y avait un workshop autour de l'impression 3D métallique. Et donc moi, personnellement, par la suite, j'ai souhaité développer ce projet autour de baguettes, donc, qui s'apparentent à des baguettes japonaises, mais qui sont plus proches en réalité de baguettes coréennes, puisque les baguettes coréennes sont en métal, contrairement aux baguettes japonaises qui sont souvent en bambou ou en bois. Donc ici, ce sont des baguettes en métal, en impression 3D, impression métallique, et avec une laque que vous pouvez voir qui est noire. Alors ça ne se voit pas trop sur l'image, mais une laque urushi, donc une laque japonaise qui se situe dans la région de Wajima, au nord de Kyoto. Le projet suivant, donc c'est un projet avec une entreprise japonaise qui s'appelle Toyooka Craft, qui se situe entre Tokyo et Kyoto. C'est une entreprise qui travaille le bois, donc l'inoki. Et l'idée ici, c'était de justement sublimer leurs matériaux et d'en faire donc un set en bois qui puisse se décliner dans les usages. Donc comme vous pouvez le voir à droite, c'est principalement pour le bureau, mais qui est aussi utilisé pour mettre en valeur des pâtisseries japonaises au centre de l'image. Je peux vous mettre une petite vidéo. Le projet suivant, donc c'est un tout autre univers. C'est ça aussi qui est intéressant avec le Japon, c'est que effectivement il y a beaucoup de paysages différents, de diversité, que ce soit dans les savoir-faire notamment. Donc ici c'est plutôt un projet qui est lié au sud du Japon, avec donc dans la région de Kumamoto. C'est un projet lié au shochu. Le shochu, donc c'est une liqueur japonaise, donc notamment à base de fermentation de riz. Et donc les producteurs de shochu sont regroupés en association, et ils souhaitaient développer une carafe pour mettre en valeur justement cette liqueur, puisqu'il faut savoir que Aurélia on n'a pas parlé, mais le saké est très présent aujourd'hui en France. Et depuis donc maintenant une dizaine d'années, il est vraiment très présent dans la gastronomie et dans la cuisine française et japonaise en France. Et le shochu est lui à son tour en train de se développer donc dans l'export, et notamment donc en France. Donc pour cette carafe, l'idée était de se démarquer. C'est une carafe qui doit être en porcelaine, et la porcelaine est très utilisée dans le monde entier. Donc pour se démarquer, on est parti de l'idée que cette carafe formellement allait être à sa base un carré, et en son haut un rond, et donc ainsi créer une forme de forme justement légèrement torsadée, et qui vient se mouvoir. Donc voici quelques images donc de la carafe, qui est donc moulée de façon artisanale. Donc, enfin, comment dirais-je, la matière est coulée dans un moule, puis sortie et cuite. Le dernier projet que je voulais vous présenter, ça c'est un autre projet lié à l'art de la table justement, avec donc une entreprise qui se situe à Tokyo, qui s'appelle Kimoto Glass Tokyo. Donc c'est une marque qui travaille avec de nombreux fabricants et souffleurs de verre donc au Japon, et uniquement dans la région de Tokyo. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette marque donc, qui s'appelle Kimoto
Déjà, en tant que designer, on n'a pas souvent, finalement, je trouve, l'occasion de travailler le verre. Donc ça, c'était une expérience intéressante. Et en plus de ça, c'est que le propriétaire de cette marque est un grand amateur de saké. Et il voulait donc avoir un nouveau set à saké, donc cet alcool japonais. Et donc, ce challenge, c'est qu'il en avait déjà produit de nombreuses quantités. Et donc, l'idée était de partir sur une nouvelle forme. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que durant mes différents voyages au Japon, justement, il y a cet art de recevoir à la japonaise. Et ce qui est intéressant, c'est que le saké, comme d'autres boissons japonaises, on se sert pas soi-même. C'est toujours l'autre qui vous sert. Donc, vous avez toujours les mains tendues vers l'autre pour recevoir cet alcool. Et donc, vous tendez les mains à deux mains. Et moi, je trouvais que ce geste était assez beau et donc il montrait aussi une certaine forme de respect. Donc dans l'idée, la forme en fait a découlé de ce geste, donc que vous pouvez voir au centre de l'image. Ce sont donc des verres qu'on appelle des ochoko. Donc c'est des verres qui sont assez petits et donc avec une base cylindrique très fine pour pouvoir justement être accueilli dans les mains de la personne qui l'utilise. Et vous avez à droite la carafe qui est assez simple elle aussi et qui permet donc de servir. Voilà. Bravo, bravo. Je veux dire que les images animées, les petites vidéos sont particulièrement réussies et assez enthousiasmantes. Mais on posera des questions là-dessus aussi, sur les gestes, sur les artisanats, sur les trésors vivants. Peut-être aussi nous éclairer sur cela et le temps que prend ces réflexions. Petite pause technique, suivie d'un changement à Abracadabra. Partons à la découverte de ce sublime écrin du 3e arrondissement de Paris, mais d'abord peut-être de la maison mère, si on peut l'appeler comme ça. C'est vous qui... Absolument. Agatha, le micro est à vous. Je vais vous présenter un peu le concept avant de vous parler de Paris. Comme l'a introduit tout à l'heure Pierre, moi à la base je suis historienne de l'art, donc j'ai fait des études de recherche, je suis partie au Japon, donc j'ai fait l'école du Louvre, j'ai étudié à l'université de Tokyo, donc c'est assez surprenant que je travaille pour Ogata. C'était juste pour introduire, pour vous parler un peu de l'étendue de ce que fait Ogata. Donc Ogata, vous connaissez peut-être Ogata Paris, avec ce logo. Je me suis dit que le plus simple c'était peut-être de vous présenter déjà dans une courte vidéo selon les mots du fondateur. Donc Ogata, c'est le nom du fondateur qui est un designer architecte qui s'appelle Shinichiro Ogata. Et on a réalisé cette petite vidéo justement qui va présenter. Attendez. 生き方を作りたいというのが、尾形のコンセプトなんです。じゃあ人間の生き方ってどういうものなのかっていうためにその方法が必要で、それを自分は作法っていう言い方をするけど、やっぱり人間は食べないと生きていけない。だから僕は一番食べることが重要だと思って生きてきて、なんでやっぱり食、うちレストランやってるように食べるということに関しての作法、同時に今度はそこで飲む。で当然そこには空間が必要になってくるわけで、空間という僕は建築インテリアを、その空間から作ってきた。お茶は一番まず簡単、すごくお湯で入れて飲むだけ。人間と人間をつなぐその自然の一部とすると、お茶は人と人をつなぐいいそのつながりという役割にすごくなって、簡単で自然だから。なんか自分は作りたいものが先に
インスピレーションとして出てくるんだけど、こういうものを作りたい、こういう工芸をこういうふうにしたいっていうところで、それをできる職人を探す。探して出会った人と自分が作りたいものを話し合っていく。いろんな職人と出会っていろんな人にいろんなものを作ってきてもらったけど、一番の自分の目的は技術を守ることなのね。で世界の中で一番人が見る場所ってどこかって言った時にやっぱりパリだと思う。それはその文化としてね、文化としてものを見てくれる人、やっぱりちゃんとその理解をする人たちが見る場所っていうのはやっぱり今でもパリが中心だと思うんだよね。全部のことに何かをつないでいく形ってそういう意味でまさにこの尾形っていうのがその尾の型になってるわけね。Donc la vidéo que vous venez de voir sont que des images de Ogata Paris. Donc le fondateur, dont vous entendiez la voix, c'est Shinichiro Ogata, donc qui est cet individu, qui à l'origine est un architecte et designer. Il est né à Nagasaki, et puis il est venu faire ses études d'architecte à Tokyo. Il est parti à l'étranger aussi, et il a toujours eu un intérêt pour l'espace, pour la conception d'espace. Et c'est en étant à l'étranger qu'il s'est rappelé à quel point la façon dont on conçoit l'espace au Japon est unique, singulière, et que, en tout cas c'était cette vision-là qu'il avait envie de protéger. Et donc il a décidé de travailler sur la question de l'espace. Ça, ce sont des images qui sont tirées de son livre. Évidemment, le Japon, vous le savez, on a un millénaire de traditions qui sont liées à la culture matérielle, mais aussi spirituelle. La nature est un des aspects qui lie tout ça, évidemment. Bon, peut-être qu'on aura le temps de revenir dessus après, mais la façon dont on a de se nourrir, aussi le type de conversation qu'on a, tout ça varie en fonction des saisons. Notre humeur varie en fonction des saisons. Bref, il y a beaucoup de choses qui viennent de la nature. Et évidemment, tout un art de vivre qui en est tiré. Et ce dont parle Ogata, c'est justement d'inventer un rapport au monde en fait, qui puise dans toutes ces traditions japonaises. Quand on dit inventer, c'est plutôt réinterpréter. L'idée, c'est juste de ne pas singer ou de mimer un art de vivre japonais, parce que je ne sais même pas si ça existe, un art de vivre japonais, ou je ne sais pas s'il y a quelque chose d'unique qui existe. Mais en tout cas, c'est de puiser dans des idées, dans des essences, de choses auxquelles on est sensible. Et Ogata, donc, c'est une sorte de concept global d'une sensibilité du quotidien, c'est-à-dire une façon d'être aux autres, une façon d'avoir certains usages, et tout ça qui régit nos gestes, notre culture matérielle et nos esprits. Alors, quand on dit Ogata Paris, souvent, je pense que peut-être certains d'entre vous qui nous connaissent pensent au restaurant. Assez rapidement, en fait, Ogata a réalisé que en fait, l'espace qui permet de résoudre, ou en tout cas de condenser tous ces aspects qu'il estimait intéressants dans la culture japonaise, c'était le restaurant. Pourquoi le restaurant ? Parce que manger, évidemment, est l'acte primitif par essentiel sans lequel on meurt. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est une multitude d'usages. Manger nécessite de la vaisselle, des ustensiles. Ces ustensiles, cette vaisselle est conçue par des artisans. Ces artisans conservent un certain savoir-faire. C'est aussi un lieu qui rassemble, donc une communauté. Donc il y a tout un aspect immatériel qui se développe. Et donc c'est en 1998, il a ouvert au Japon son premier restaurant qui s'appelle Higashiyama, dont vous voyez une image sur la droite. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est à nouveau pas de singer ou de faire une sorte de mimétisme de
l'intérieur japonais, des conceptions japonaises, mais d'avoir un modèle qui puise dans des idées des traditions japonaises et qui puisse être reproduit ou en tout cas exporté ailleurs et réapproprié surtout. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le début de tout pour Ogata, pour justement ce qui assoit en fait tout son concept global, enfin ce sur quoi est assis plutôt son concept global, c'est la nourriture, ce qu'on appelle shoku en japonais. Donc évidemment, comme je vous le disais, l'idée c'est d'avoir aussi une nouvelle sensibilité du quotidien. La nourriture, c'est évidemment ce qu'on mange, c'est les plats, les récipients, les gestes, et ça j'y reviendrai. À droite, on a notamment une conception au Japon, ce qu'on appelle le saro. Saro, ça veut littéralement dire, c'est la manière de faire, c'est une sorte de, c'est la somme des règles implicites qui régissent un peu nos comportements, nos attitudes, et c'est par exemple tous les gestes qui accompagnent certains savoir-faire. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple du thé, qui est un art évidemment très codifié au Japon, l'art du thé nécessite un certain nombre d'ustensiles, un certain nombre de récipients, comme vous le voyez sur la gauche. Par exemple, vous voyez un ustensile qui permet juste de puiser l'eau, qui permettra ensuite d'être versé dans ce qu'on appelle le kyusu, qui est la théière. Il y a énormément de règles dans le thé, et voilà. Donc en fait, ces ustensiles-là ne peuvent exister que s'il y a des gestes qui peuvent les utiliser et qui savent les manier. Et de la même façon, on ne peut préserver les gestes, donc les saro, seulement si on continue à produire ces objets. Le thé, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le thé est la fondation de beaucoup de choses chez Ogata, enfin la fondation de cette manière d'être. L'image que vous voyez ici, c'est le sabo, donc à ne pas confondre avec saro, mais le sabo, qui est donc notre maison de thé au sous-sol d'Ogata. Comme vous le voyez, donc il y a un comptoir central où l'hôte accueille les invités. Tous les récipients et tous les ustensiles qui vont être utilisés dans la cérémonie du thé sont déployés sur le comptoir. Le thé, c'est très important au Japon parce que déjà, le thé à la base, c'est de la médecine. Donc c'est évidemment une façon d'aller mieux. Le thé, c'est évidemment aussi un espace social, puisque c'est un moment où on se rassemble selon des règles qui nous conditionnent. Le saro, justement, nous conditionne dans nos comportements. Il y a une certaine, évidemment, une certaine, je dirais pas rigueur, mais en tout cas une certaine solennité, en tout cas, dans la cérémonie du thé. Donc, il y a tous ces ustensiles, ces gestes qui font que vous êtes d'une certaine manière conditionné, en tout cas dans cet espace-là, et que vous pouvez justement accéder à la beauté ou au sublime de ce qu'offre normalement l'art du thé. Donc là, vous avez un exemple type de ce saro. Donc c'est la main de notre maître de thé qui est officier à Ogata, qui s'appelle Katsuhito Imaizumi. Il y a un nombre de règles qui régissent justement la perfection de la maîtrise de l'art du thé. L'épaule ne doit pas bouger. Il y a un rythme, sans rentrer évidemment dans la question de quantité de thé, d'eau, de température, de temps d'infusion. Tout ça est extrêmement régi aussi parce qu'il y a vraiment cette conception de médicinale dans la culture japonaise. Donc voilà, ce que je voulais déjà expliquer dans cette première partie, c'est que le concept d'Ogata, c'est une expérience qui est globale. Je reviendrai justement tout à l'heure en présentant la diversité de nos espaces. C'est un concept global qui est basé sur l'expérience. En japonais, taiken, tai vient de corps, donc vraiment c'est quelque chose que vous sentez avec votre corps. C'est une expérience qui se fonde sur le saro, qui manie des objets. Donc c'est vraiment toute une culture matérielle et immatérielle qui est animée par des gens, animée par des humains, et ça c'est très important. C'est pour ça que chez Ogata, on a une diversité d'expertises qui sont assurées par une diversité de personnalités. Voilà, donc ça c'est pour essayer de vous présenter un petit peu l'espace, cet espace schizophrénique qui est Ogata à Paris.
Donc Ogata Paris a ouvert les travaux sont terminés en 2019 et a ouvert en 2020, donc juste dans ce moment idéal qui était le début du Covid, ce qui fait qu'on n'a pas eu de grande activité à l'ouverture, mais voilà, c'était un rêve de Ogata-san. Ogata-san, quand on lui pose la question, on lui demande pourquoi Paris, et il dit ça a toujours été Paris, comme s'il avait commencé dans les années 90 en sachant qu'il allait aller à Paris, et d'ailleurs je crois que c'était le cas. Pourquoi ? Parce que Paris en japonais on a une expression, on dit hana no machi. Hana c'est pas la fleur, mais c'est la ville où tout se déploie, où tout éclot. Et donc c'est un rêve, sans revenir depuis le début du XXe siècle, depuis que le Japon s'est ouvert, le nombre d'artistes japonais qui sont venus, évidemment de Taro Okamoto à Fujita, pour ceux qui connaissent évidemment, et puis plus tardivement Daido Moriyama, enfin bref, il y a beaucoup d'artistes comme ça qui sont venus au Japon, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui beaucoup de Japonais ont Paris en tête. Ogata-san aussi, du coup. Donc ça, sur votre gauche, l'image de gauche, c'est l'entrée d'Ogata. Vous avez dans l'entrée ce qu'on appelle un tsukubai. Le tsukubai, c'est ce qu'il y a normalement à l'entrée des temples et des sanctuaires. C'est le lieu des ablutions. Au Japon, vous avez toujours, avant de rentrer dans un espace sacré, vous avez plusieurs moyens en fait de formaliser cet accès. Vous avez évidemment les tori, qui sont les portes rouges, qui marquent un accès vraiment matériel. Et puis les tsukubai, qui sont parfois juste dans l'enceinte des temples et des sanctuaires. Vous avez aussi à nouveau une façon très codifiée. Vous devez d'abord laver la main gauche, ensuite la main droite, ensuite la bouche et ensuite laver le manche. Et c'était une volonté évidemment pour Ogata-san déjà de rendre hommage à cet acte-là, mais aussi de mettre en condition, c'est-à-dire de rentrer, ça nous aide en fait à accéder à un autre état pour pouvoir profiter avec notre corps, donc cette fameuse expérience dont je vous parlais, qui vient du Taiken, donc du corps, qui permet d'accéder à ce nouvel espace. Sur la droite, vous avez l'espace de l'atrium, qui est la grande entrée. Je reviendrai tout à l'heure parce que je vais vous montrer des images d'une exposition qu'on ouvre demain. Sur cette slide, vous avez la boutique. Donc l'image de gauche, c'est la boutique vue depuis l'entrée. À droite, c'est la boutique de Wagashi. Donc Wagashi, on développe des pâtisseries japonaises. Sur le mur, en fait, vous voyez des moules ancestraux de Wagashi. Qu'on n'utilise plus beaucoup au Japon, mais qui sont effectivement des objets très esthétiques, très beaux, et donc chez nous, ils sont au mur. Là, vous avez toujours l'espace du sabot que je vous présentais tout à l'heure, de la maison de thé, mais l'espace de l'autre côté, qui est toujours donc, cet espace qui permet de rassembler une communauté. Le soir, cet espace devient le shubo, c'est-à-dire un bar à spiritueux japonais qui sert des whiskies japonais, du saké, du shochu dont vous avez parlé. Et puis, comme on est surtout une maison de thé, à l'origine, on a aussi des cocktails infusés à base de thé. Voilà. Pour finir, le reste des espaces, donc vous avez le restaurant qui est ici, qui sert une cuisine plutôt de type kaiseki. On a aussi un espace qui est dédié à la fragrance, qui s'appelle le kaori, qui est dédié à deux types de fragrances, la fragrance qu'on brûle et celle qu'on ne brûle pas. Celle qu'on brûle, c'est l'encens. Celle qu'on ne brûle pas, c'est les yoka. Ce sont des types de pot-pourri japonais. Voilà. Pour ce qui est de la présentation des espaces, je voulais juste ajouter que à Paris, Ogata Paris en fait est une sorte de condensé de tous ces piliers sur lesquels se fonde cette vision qu'il a d'un art de vivre, même si j'aime pas particulièrement ce mot, mais d'un art de vivre en tout cas, une manière de vivre contemporaine japonaise. Au Japon, ces différents établissements, il en a 7, sont très caractérisés. Il y a une maison de thé, il y a un restaurant, il y a un établissement qui est dédié au wagashi et au thé. À Paris, c'est vraiment tout est concentré sur 800 mètres carrés, sur 3 étages. Voilà, donc ça c'est toujours le mur de certains objets qui sont chez nous.
Je voulais vraiment finir sur l'importance du sarro parce que c'était aussi quelque chose que Ogata-san n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il voulait que j'insiste surtout sur l'importance de l'humain, évidemment, pour animer ces savoir-faire. C'est parce qu'il y a encore des humains qui savent manier ces objets qu'on peut continuer à créer ces objets et qu'on continue à faire vivre un artisanat. Et donc toutes ces mains qui officient chez Ogata sont aussi évidemment celles qui permettent de préserver cette culture. Voilà, je voulais juste vous montrer une dernière, c'est vraiment 10 secondes. Moi je m'occupe justement de tout ce qui est partie art et culture, et à partir de demain on ouvre une nouvelle exposition d'un artiste qui s'appelle Susumu Shingu, et je voulais vous montrer ça parce que on vient de finir d'installer cette sculpture. Il y a à peu près 2 heures, donc vous avez la primeur de la vision, et sur 3 étages, à partir de demain, on aura des œuvres de cet artiste qui est absolument merveilleux et qui réalise des œuvres qui sont animées par la lumière, le vent et l'eau, et qui seront présentées chez Ogata. Voilà, peut-être pour ma présentation. Merci beaucoup pour applaudir, effectivement. Donc rendez-vous est pris à partir de demain pour venir et admirer la sculpture. On sert du thé. Et pour le vernissage. 16 rue des Bellem, dans le 3e. 16 rue de Bellem. Merci à toutes les deux. Merci Flavien, merci à vous. Et à très bientôt. Bonne soirée. Et on se retrouve le 23 avril.